relance du bâtiment Construisons ensemble. Bonjour, bonsoir, bienvenue à Montpellier, au domaine de la Providence, le nouveau siège de la Fédération française du bâtiment, dans cette belle chapelle du XVIIe siècle, désacralisée, qui a vocation à accueillir un certain nombre d'événements et de débats. Et aujourd'hui, celui organisé par la Fédération française du bâtiment de l'Hérault. Cet événement se tient bien sûr dans un contexte sanitaire particulier, ce qui nous a amené à prendre un certain nombre de mesures assurant la sécurité de chacun, donc il y a une partie du public en présentiel qui est plutôt limitée, mais c'est une première. Ce débat, ces échanges sont retransmis en direct sur la chaîne de YouTube et vous pourrez, pour ceux qui le souhaitent, dès demain, sur le compte Twitter, Facebook et le site internet de la Fédération française du bâtiment, retrouver nos échanges, le débat de ce soir. Il y a l'adresse qui est inscrite sur l'écran et qui vous permet plus précisément d'avoir accès à ces comptes. Un conducteur très resserré ce soir, 90 minutes de débat, de séquences. La première consacrée à la relance de l'activité économique, au rôle des acteurs locaux, des collectivités locales. La seconde, aux enjeux, aux défis en ce qui concerne la nécessité de mettre en place des coopérations et des collaborations, notamment entre les acteurs publics et les acteurs privés. Une belle palette d'intervenants et d'élus, de professionnels, et parmi nous ce soir. Alors, j'avais prévu de commencer par les collectivités régionales et départementales, premier rang desquelles qui sont en salle, notamment membre de la commission permanente du conseil régional qui représente la présidente de région Carole Delga, monsieur Barat, qui va pas tarder, je pense, à nous rejoindre, le vice-président en charge du développement économique et du tourisme, qui représente le président Kléber Mesquida. Merci, messieurs, merci, parce que vous étiez déjà là il y a 2 ans. Un débat organisé par la Fédération française du bâtiment consacré à l'emploi et à la formation professionnelle. Merci pour votre fidélité. C'est avec un grand plaisir que nous accueillons également ce soir les présidents des 3 principales agglomérations de l'Hérault. Alors c'est une balade d'est à ouest, un peu comme le soleil, même si aujourd'hui il fait un peu défaut, mais c'est plutôt rare en Occitanie et dans l'Hérault. En général, on a du soleil. Alors, monsieur le maire de Montpellier, merci Michael Delafosse d'être à nos côtés. Monsieur le maire de Sèvres, François Comène, merci d'être là parmi nous ce soir. Et monsieur le maire de Béziers, Robert Ménard, on sait que c'est toujours, merci, on sait que c'est toujours compliqué, les agendas sont contraints, c'est vrai pour les politiques comme pour les chefs d'entreprise, donc c'est toujours avec plaisir qu'on peut vous accueillir dans le cadre de ces événements et de ces débats. Ce soir, ce sont aussi les dirigeants d'entreprise qui vont échanger, c'est l'état d'esprit de la fédération et du débat organisé par celle-ci aujourd'hui. Donc déjà 2 professionnels qui sont sur scène. Merci messieurs. Le président de la Fédération des promoteurs immobiliers Méditerranée Occitanie, monsieur Laurent Villaret, et puis bien sûr également le directeur de production de Promologis, monsieur Michel Capra. Nous rejoindrons ensuite, ils sont dans la salle, 4 dirigeants d'entreprise qui sont un peu le panel qu'a organisé la Fédération française du bâtiment, qui nous permettront également d'échanger aujourd'hui avec vous tous ensemble ce soir. Mais sans plus tarder, il ne pouvait pas être des nôtres ce soir parmi nous. Il a souhaité absolument vous livrer un message. C'est le nouveau président de la Fédération française du bâtiment, Olivier Saleron. On l'écoute, ça dure 5 minutes. Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Je ne peux pas être présent aujourd'hui avec vous lors de l'Assemblée Générale de l'Hérault. C'est avec un grand regret, mais vous pouvez comprendre aujourd'hui que le planning est très chargé et que les réunions s'enchaînent, ministérielles et autres. Bonjour et merci à Thierry Ducrot de me laisser m'exprimer devant vous, ainsi qu'au président régional Frédéric Carré. Je vais vous parler de quelques minutes, évidemment, de la conjoncture nationale et des combats de la FFB actuels. Aujourd'hui, la conjoncture est claire. Le bâtiment a repris quasiment à 100% les chantiers, mais en mode dégradé, vous le savez bien, et ralenti. Notre combat, c'est la relance. C'est accompagner le gouvernement pour qu'il prenne le plus possible nos mesures de relance que nous avons déjà déclinées, déjà il y a 2 mois et demi, pratiquement 3 mois, le 30 juin. Pour nous, la relance devait être immédiate, dès le mois de juin, dès le mois de juillet. Donc nous allons pousser pour qu'elle soit dès le 1er octobre. Vous le savez, au niveau de la rénovation énergétique,
nous avons été non seulement écoutés, mais entendus. L'ensemble des foyers fiscaux seront intégrés à MaPrimeRénov', ainsi que les copropriétés, avec aussi tout ce qui est logement et propriétaires bailleurs. C'est une grande victoire. Le seuil de marché public a été remonté de 40 à 70 000 euros. Et j'ai un scoop, nous sommes en train de discuter avec le gouvernement pour montrer ce seuil à 100 000 euros. Sur la rénovation énergétique, une fois de plus, le bâtiment a été mis en lumière. Et il faut se le dire, c'est historique. Aujourd'hui, on parle du bâtiment en termes élogieux. Ça fait très longtemps, trop longtemps, que l'on caricature sur le côté négatif de nos métiers. Donc, soyons fiers. Je le dis, le bâtiment va sauver la planète. La rénovation énergétique en plus, c'est quoi? C'est 4 milliards aussi mis sur les bâtiments publics, les hôpitaux, les maisons de retraite et sur les bâtiments scolaires. Là aussi, c'est une grande victoire. Mais, évidemment, le bâtiment, c'est 50% le neuf, 50% la rénovation. Donc le neuf a été oublié. Vous le savez aussi, depuis quelques jours, le neuf, dont le logement neuf, pour loger nos concitoyens les plus modestes aussi au niveau de l'habitat social, a été oublié. Nous l'avons remis sur la table au niveau du gouvernement et la ministre du Logement, ainsi que Bruno Le Maire, nous convoquent d'ailleurs dès vendredi à une réunion sur le neuf pour parler de tout ce qui est prêt à taux zéro, pour parler de tout ce qui est prolongation du Pinel. Nous avons été forts de propositions. La plupart de nos propositions sont sur les bureaux de tous les cabinets ministériels. C'est avec fierté, et je vous le dis, chers adhérents et chers amis, que la FFB aujourd'hui a été mise en lumière et que ces propositions sont non seulement étudiées, mais aussi hors des questions dogmatiques et idéologiques, reprises par l'ensemble du gouvernement. À vous, à nous, d'être très vigilants pour la suite, parce que c'est le débat parlementaire qui va être important, à la fois sur ce que l'on a obtenu sur la rénovation énergétique, mais aussi sur le neuf. Il va falloir combattre tout l'automne et tout l'hiver pour que nos parlementaires signent les bons amendements et votent les bonnes lois. Il n'y a qu'à ce prix-là que la relance dans le bâtiment soit effective, sinon nous prévoyons vraiment une catastrophe au niveau des emplois dès l'année prochaine et dès la fin de l'année prochaine. Il faut être très vigilant là-dessus. C'est grâce à vous, grâce au territoire, grâce à votre action auprès des maires, des présidents des conseils départementaux, mais surtout de nos parlementaires, à la fois de l'Assemblée nationale, députés et sénateurs, que nous devons agir. Je vous garantis que tout le monde est motivé dans la France entière. Les contacts multiples et variés que je peux avoir avec toutes les fédérations départementales qui remontent en force, qui nous poussent, ainsi que les fédérations régionales. Je salue votre président Frédéric Carré au passage. Comptez sur notre détermination, comptez sur notre motivation au niveau du comité exécutif, du bureau et du conseil d'administration pour porter haut les valeurs du bâtiment, mais haut aussi les valeurs de la FFB. Comptez sur notre esprit d'équipe, notre dynamisme. Nous allons redonner l'optimisme à tous nos entrepreneurs, à toutes nos entreprises et aussi à nos salariés qui ont été fortement motivés, que nous pouvons aussi remercier lors de cet épisode Covid. Ils ont été ultra disciplinés. Après la crise, c'est le renouveau, c'est la renaissance, c'est la relance. La relance doit être réussie. Comptez sur mon équipe pour porter le message haut au niveau du gouvernement et que dès cette année, les chiffres du bâtiment s'améliorent et qu'on retrouve une croissance certaine dès l'année prochaine. Merci à tous de votre attention. À très bientôt dans votre beau département de l'Hérault ou à Paris dès que vous avez l'occasion de monter. Merci à tous. Allez, c'est parti pour 90 minutes. J'invite celui grâce à qui nous sommes réunis ce soir, Thierry Dupont, le président de la Fédération française du bâtiment de l'Hérault. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des administrations et des organismes publics, messieurs les présidents des chambres consulaires,
Mesdames et Messieurs les représentants des organisations professionnelles, Mesdames et Messieurs les partenaires de la profession, chers confrères artisans et entrepreneurs, membres de la FFB, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord à excuser l'absence de Monsieur le Préfet Witowski du fait de son devoir de réserve durant la campagne des élections sénatoriales. D'autre part, le contexte sanitaire nous a contraints à nous adapter en vous proposant avec responsabilité de suivre à distance cet événement. Seuls nos intervenants, que je tiens une nouvelle fois à remercier, et une assistance volontairement réduite sont présents ce soir. Mais je ne doute pas que la qualité des échanges vous fasse oublier cette distance forcée. Pourquoi la Fédération du bâtiment de l'Hérault a-t-elle choisi comme thème de cette rencontre « Relance économique, construisons ensemble ». C'est pour moi simplement une évidence. Ces derniers mois ont été marqués par la crise sanitaire qui impacte encore notre pays et nul ne sait jusqu'à quand. Il est d'un strict point de vue économique, les entreprises du bâtiment ont dû faire face et s'adapter à des situations changeantes. D'abord, un arrêt brutal de nos chantiers dès le 17 mars. Puis, de lourdes difficultés de démarrage à cause des problématiques d'approvisionnement des équipements personnels de protection, en particulier les masques. Ensuite, lors de la période de déconfinement, nous avons été confrontés à de fortes contraintes d'organisation et au nouveau coût sanitaire des chantiers. Enfin, trop souvent, nous avons subi l'empressement de nos clients pour rattraper rapidement, à effectif constant et parfois réduit, un retard aussi involontaire que pénalisant. Il faut le reconnaître, dans un premier temps, les mesures de chômage partiel, les reports de charges et les prêts garantis par l'État ont permis, notamment aux entreprises les plus fragiles, de survivre aux conséquences économiques du confinement général. Mais demain, il va falloir faire les comptes, payer ce qui a été reporté, rembourser les prêts. Pour cela, nos entreprises vont avoir besoin d'une activité soutenue et de perspectives stables et encourageantes. Ce point est essentiel, car seule une activité pourra leur permettre de survivre, de sauvegarder leurs emplois, de continuer à embaucher, de former et d'insérer. Mais nous ne nous voilons pas la face. Aujourd'hui, nombre d'entreprises en suractivité pour compenser la période de confinement et en perfusion grâce au PGO et au report de charges et d'emprunts. Dans la culture populaire, on dit que quand le bâtiment, tout va. Dans la culture des entreprises, on dit aussi quand la trésorerie va, tout va. Grâce ou à cause des aides, aujourd'hui, les trésoreries sont trop souvent artificielles. Et certaines en oublient même de prendre un salutaire recul sur la rentabilité actuelle de leur entreprise. Mais de même, dès mi-octobre, avec le début des remboursements, il faudra hélas craindre une première vague d'entreprises en difficulté. En outre, si l'activité faiblit, les prix risquent encore une fois à nouveau de chuter. Et avec 2% de marge en moyenne pour les entreprises du bâtiment, combien d'entreprises risquent-elles de sombrer? Et combien d'emplois seraient en conséquence perdus dans notre département? Ne perdons jamais de vue que dans l'Hérault, la filière construction emploie localement 30 000 actifs et fait donc vivre 30 000 familles sur notre département. Alors ce besoin d'activité, c'est notre revendication principale et vitale. Car le bâtiment n'a jamais été un secteur subventionné et il n'aspire surtout pas à le devenir. En revanche, une espérance d'activité soutenue sur le moyen et long terme nous porte et porte l'emploi. Cette visibilité est aussi un facteur indispensable de confiance pour que nous puissions pleinement et sereinement jouer notre rôle économique et social.
Les entreprises du bâtiment ont une nouvelle fois joué le jeu. Pas de licenciement sec, contrairement à certains secteurs. Des embauches, même, pour certains métiers. Et plus 5% d'apprentis dans nos CFA du bâtiment à la rentrée. Peut-être en réponse à l'insécurité de l'emploi dans les autres secteurs de l'industrie, comme l'aéronautique par exemple. Les jeunes reviennent vers nos métiers. Nos entreprises prennent des apprentis et continuent à former leur personnel. Alors, faites-nous confiance. Aidez-nous à ne pas décevoir ces jeunes qui ont choisi la filière bâtiment. Comme le rappelait il y a quelques semaines Bruno Le Maire, ministre de l'économie, le bâtiment est un acteur essentiel de la relance et de l'emploi par sa capacité à interagir rapidement dans notre économie. Nous vivons actuellement une reprise en trompe-l'œil, avec une suractivité due au fait que l'on veut nous faire rattraper le retard pris avec l'arrêt des chantiers et d'une activité déjà prévue durant cette période. Mais nos carnets de commandes se réduisent dangereusement. Le 9 septembre, un plan de relance de plus de 7 milliards a été annoncé. Le gouvernement fléchant principalement la transition énergétique des bâtiments. On peut évidemment s'en réjouir, mais parallèlement déplorer le quasi-oubli des mesures pour la construction neuve dans ce plan. Pour ma part, à l'ambition affichée de limiter l'artificialisation des sols, je préfère vous soumettre l'idée de sobriété financière, de sobriété foncière, qui ouvre la porte à la concertation entre collectivités et partenaires de l'acte de bâtir. La Fédération du bâtiment, la Fédération des promoteurs immobiliers, la FNAIM, le syndicat des aménageurs bâtisseurs, la CCI de l'Hérault, déjà regroupés au sein de l'ABCD, l'Académie du bâtiment et de la cité de demain, auquel il faudra bien sûr associer les architectes et la maîtrise d'œuvre. Négliger le neuf, même si Emmanuel Vargon, ministre du Logement, s'en défend, est d'autant plus dommageable que le retard s'accumule, notamment en matière de logement, alors que la population de notre département, si attractive, ne cesse de croître. Il est donc impératif que les mesures et dispositifs favorisant l'investissement puissent avoir des effets rapides, durables, qui se concrétisent dès le début de l'année 2021. Je ne manquerai pas de le rappeler à Madame le ministre, que je rencontre jeudi avec le comité stratégique de la filière bois dans le cadre de mes fonctions de président national de l'Union du métier du bois de la Fédération du bâtiment. Confiance, rapidité, efficacité des mesures, c'est tout ce que nous voulons nous entretenir avec nos invités et témoins de ce soir. Ensuite, 2 tables rondes. La première table ronde permettra d'entendre nos invités sur la situation actuelle et d'interroger les responsables des principales collectivités de notre département, pour certains nouvellement élus, sur leur contribution à une relance rapide du bâtiment. Qu'allez-vous nous construire ou accompagner? Qu'allez-vous bâtir? Qu'allez-vous rénover ou encourager à rénover? Et surtout, quand allez-vous le faire? C'est le volet construisons. La seconde table ronde, plus prospective, tentera de tirer quelques enseignements de la crise qu'a affronté le bâtiment, pour qu'une intelligence collective nous conduise désormais à travailler mieux et avec plus de respect entre les acteurs de la construction. Ce sera le volet « Construisons ensemble ». Joël, je vous rends la parole. Merci. L'animation de cette table ronde. Merci, Président. Éric Jour, délégué général de la Fédération française du bâtiment. On a souhaité, à travers votre intervention, que vous puissiez mettre en lumière, en exergue les chiffres, les derniers chiffres statistiques sur le secteur du bâtiment en ce qui concerne l'emploi et la situation financière des entreprises notamment, et aussi souvent que possible de pouvoir comparer ces derniers avec la situation qu'on connaît en Occitanie et dans l'Europe. Éric Jour. Très bien, écoutez, je vous remercie. Je suis très heureux d'être parmi vous pendant cette période, effectivement, où il est compliqué de tenir des manifestations. Donc, félicitations à la Fédération et à son président pour ce faire. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs les présidents, messieurs les élus. Donc, quelques chiffres, tout d'abord, des tendances.
depuis le début de l'année. Je crois que ce qui est très important, c'est de marquer que globalement, l'activité dans le bâtiment a repris quasiment à 100%. Donc ceci, et je crois que ça a été évoqué par le président Ducrot, demande à être regardé de plus près. Il y a également eu un plan de relance annoncé au début de l'année qui a permis de flécher sur les 100 milliards alloués environ 7 milliards sur la rénovation énergétique, donc partiellement sur le bâtiment. Il n'y a pas eu de plan de relance du bâtiment en tant que tel. C'est pas illogique, le bâtiment fait 7% du PIB dans le pays, donc c'est quelque chose qui peut se tenir. Le plan a été vraiment ciblé sur l'amélioration entretien. On a évoqué l'oubli du neuf, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et ce qu'on peut dire derrière ce premier schéma qui s'affiche, c'est que les chiffres se dégradent sur le logement et sur le non-résidentiel neuf. Donc c'est vraiment la construction neuve qui aujourd'hui peut être impactée. Quand on voit les chiffres sur le logement neuf, les mises en chantier près de moins de 15%, les permis autour de moins 20%, les ventes moins de 30% et les mises en vente moins de 37%. Donc on voit, et l'ordre d'idée sur le non-résidentiel neuf est également important, on voit qu'il y a un impact qui est très fort. Je crois que ça a été dit par le président Olivier Savon, mais vraiment l'activité c'est moitié pour le neuf, moitié pour la rénovation et l'amélioration entretien, à hauteur de 52%. Donc on voit que si l'amélioration entretien a un peu moins souffert, et si on espère que la situation peut s'améliorer, il y a quand même eu un choc du Covid qui était très fort. Donc si on passe aux prévisions, 2020 révisées, donc ça ce sont les chiffres à jour, tels qu'ils ont été présentés pour cette organisation, on voit que les prévisions confirment les tendances que je viens d'évoquer. Et ce qui est intéressant, c'est bien de voir qu'aujourd'hui, il faut faire deux remarques. La première, c'est l'alerte sur le marché de la construction neuve qui se vérifie. On s'aperçoit que sur un marché, un volume d'affaires de l'ordre de 150 milliards d'euros pour le secteur du bâtiment sur le territoire national, on a perdu à peu près 15%. Vous faites le calcul, vous voyez quelle est l'ampleur de la perte pour la profession, et on voit que l'impact, selon qu'on a, est moins grave sur l'amélioration entretien. Mais ce global de moins 15% signifie aussi, je crois que ça a été évoqué, que le secteur du bâtiment a fait le job, comme on dit en bon français, ou a été résilient, et ça c'est un point qui est important. Et on le voit sur le slide d'après, sur l'emploi, ce qui est intéressant de noter, et le document parle de lui-même, c'est que ce document montre l'engagement et la responsabilité des chefs d'entreprise de la profession. Il n'y a pas eu de licenciement, il n'y a pas eu de plans sociaux d'envergure. Il y a eu un impact très clair sur l'activité, sur l'emploi intérimaire, de l'ordre d'un peu plus de 30 000, presque 40 000, mais l'emploi a tenu. J'aurais tendance à dire fluctuate nec mergitur, pour rappeler la devise de Paris, je viens de Paris, effectivement, lors de l'incendie de Notre-Dame. Donc le bâtiment a tenu, et effectivement, l'emploi salarié s'est tenu. Cette situation fait suite aussi à des embauches avec des résultats en emploi net qui étaient très conséquents sur les 3 dernières années, de l'ordre de 30 à 40 000 par an, sans compter l'opération 15 000 bâtisseurs, qui était véritablement ciblée sur la recherche de compétences dans les quartiers. Un point sur la situation financière, parce que si l'emploi se tient, la situation financière est un peu plus inquiétante. Et ce document parle de lui-même. Vous voyez l'impact du Covid, des surcoûts sur l'activité de la profession. Et donc là, c'est vraiment une alerte sur la marge opérationnelle qui va avoir un impact direct sur les résultats des entreprises du secteur. Donc si on voit que la reprise a été très forte, je rappelle que l'activité dans le bâtiment s'est arrêtée à hauteur de 91% au plus fort de la crise. Donc c'est reparti. Pour autant, les trésoreries hors FPGE sont en berne et la chute des marges doit être constatée. On l'évalue et elles sont divisées par 2,4. Donc ça, c'est un point qui est important. Et ce qui est aussi extrêmement intéressant de regarder, c'est le document d'après, ce sont les perspectives, avec un focus, si on resserre un peu la focale nationale sur la région et le département, on voit qu'en ce qui concerne l'Occitanie, la situation immédiate est proche des tendances que j'ai évoquées sur le plan national. C'est un peu moins bien pour le logement neuf, notamment les mises en chantier. C'est un peu mieux, pardon, et c'est un peu moins bien pour le non-résidentiel et l'amélioration entretien. Mais globalement, c'est dans la tendance. Et si on passe au dernier document, on voit que, si on resserre la focale sur le département, la situation immédiate ressort d'une manière assez contrastée. Elle est moins dure sur le logement neuf, qui ressort à moins 3,5%, mais elle est très mauvaise sur le non-résidentiel neuf, près de 20%. Et il y a une forte dégradation sur le logement neuf également, supérieure à 20%. Donc ceci peut faire 2 sujets principaux pour votre département. Je crois que ça a également été évoqué par le président du groupe. Ce sont les enjeux sur le logement neuf, notamment collectif, avec cette question de la prolongation du dispositif Pinel, et puis tous ces enjeux liés à la rénovation énergétique qui peut effectivement constituer une planche de salut pour permettre
d'enclencher une relance plus durable. Merci Eric Jour, restez avec nous et n'hésitez pas, si l'occasion vous le souhaitez, de prendre la parole pour compléter ou donner quelques chiffres également. On est déjà dans la première séquence, la relance et les projets. Pour ouvrir celle-ci, on va vous montrer un film qui ne dure pas plus de 2 minutes. C'est un film qu'a réalisé la Fédération française du bâtiment à la sortie du confinement. Vous verrez, très bien fait et toujours d'actualité. Et il introduit, je crois, assez bien la seconde séquence. Merci. Dans l'Hérault est le premier employeur privé de notre département. Ce plan de relance du bâtiment va être vital pour cette économie. Aujourd'hui, les entreprises ont des besoins réels de trésorerie, mais toujours le problème de savoir qui va payer quoi. Entre 10 et 15%, je pense, de chiffre d'affaires, de pertes sèches créées entre le coût des EPI, la perte de productivité. Une immobilisation matérielle qui sont en moyenne de 50 à 70 000 euros. On a des problèmes d'approvisionnement. Hier, j'ai perdu 2 fois plus de temps. Et la difficulté qu'on a, c'est surtout de continuer à faire respecter ces gestes barrières. Tout est plus long. Et c'est ça qu'il faut se rendre compte pendant cette période. Donc le degré d'exigence peut-être soit revu à la baisse en termes de réactivité. De façon générale, c'est un effort solidaire qu'on doit avoir. Se mettre autour de la table et trouver des solutions pérennes, faciles à mettre en œuvre, et puis quand c'est coûteux, qui les prend en charge. Pour qu'effectivement, les dispositions gouvernementales soient fortes et encore plus localement. Cet événement-là doit nous permettre de se remettre en question et d'anticiper des organisations de chantier tout court d'état avec le moins de coactivité possible. Comment on peut changer nos modes de travail, nos modes de management. Repenser peut-être sa stratégie. Il faut penser que chacun a un rôle. Et que les maîtrises d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre et les entreprises ne fassent que. Si l'effort n'est pas consenti, nous craignons fortement une disparition d'entreprises, nous souhaitons un abandon des charges, bénéficier du chômage partiel qui, à mon avis, doit être étendu au minimum jusqu'à la fin septembre. Donc soyons solidaires. Soutenez le bâtiment, construisons ensemble. Soutenez le bâtiment, construisons ensemble. C'est une belle transition pour lancer le débat. Donc je me tourne vers les invités. Je vais commencer à vous poser une première question, monsieur le maire de Montpellier, Michael Delafosse. Ça a été dit, le bâtiment, premier employeur privé du département, on voit bien qu'il y a une inquiétude forte, que la crise a commencé et elle peut perdurer. Comment vous, en tant que maire, vous venez d'être élu, président de la métropole, vous entendez soutenir, accompagner l'activité économique au niveau local? Bon, d'abord, merci de l'invitation. Je voudrais saluer le président du PRO pour son travail et son engagement dans la crise. Parce qu'effectivement, ce que nous avons vécu, ce qu'il a vécu et à travers l'ensemble des entreprises, c'est un événement singulier, inédit et on l'a vu extrêmement actif pour très vite pouvoir reprendre en sécurité l'ensemble des chantiers. Et quand on entend que l'appareil productif, c'est-à-dire que les entreprises ont tenu, c'est quand même du super boulot. Et il faut que ce soit dit. Il faut que ce soit dit. Et ça dit aussi la qualité pour nous, élus locaux ici, d'avoir des interlocuteurs avec qui on peut de manière interagir, être réactif, et c'est important. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, moi, je n'ai pas encore été réélu, peut-être, si on travaille bien. Donc, moi, je prends mes fonctions dans ce contexte incroyable de cette crise où on voit bien que la crise sanitaire s'annonce une crise économique et que nos territoires, et je pense que mes collègues vont être au diapason de ce que je dis, on doit être très agile, très réactif, très visible dans les décisions que nous allons prendre. Et donc, nouvellement élu, je prends mes fonctions et je vais être peut-être celui qui va être le moins précis parce que on prend nos fonctions et on n'a pas encore. On doit mettre en œuvre. Sur moins de 3 mois. 2 mois. 2 mois. Avec 1 mois de vacances. Mais pour ceux qui ne les avaient pas volés, c'est-à-dire ceux qui étaient aussi service public. Néanmoins, je voudrais dire une chose. J'ai passé quasiment la journée avec le président de l'arrêt, que je resalue à nouveau. Nous allons très prochainement avoir une communication
dès que l'outil d'aménagement qui est la SERM et la SAM aura changé de président, il est encore présidé par mon prédécesseur, avoir une communication rapide sur le nombre de lots que nous allons lancer dans les différents actes de la vie, pour donner une lisibilité sur des espaces qui sont des espaces de projet, pour répondre aux besoins d'investisseurs individuels, des couples qui veulent acheter, des gens qui veulent investir, et parce que ce sont des espaces de stabilité d'intervention. C'est des projets, c'est pas soumis à des recours, donc on est dans une temporalité beaucoup plus rapide que quand on est dans le diffus. Et à Montpellier, il y en a un certain nombre, je pense à la ZAC de la République, je pense à la ZAC de la Restante, je pense à la ZAC de l'EAI, je pense à la ZAC Beau-Soleil, donc y compris une pluralité de produits. Nous allons aller vite, nous allons donner de la lisibilité au lot que nous allons agréer pour produire du logement qui doit répondre à la fois aux enjeux de l'immobilier, aux enjeux du bâtiment et de toute cette filière d'emploi. Cette lisibilité-là, elle est stratégique. Premier point. Deuxième point, nous aurons une communication, parce que nous faisons des choses, mais comme maintenant, il n'y a pas un papier à cigarette avec les partenaires, départements et régions, nous allons travailler pour nous doter d'un outil plus efficace sur les enjeux de la rénovation thermique des bâtiments. Et à Montpellier, c'est un chantier colossal. C'est un élément fort ici du plan de relance. Exactement. Et le plan de relance nous a été présenté, je salue Grégory Corvina et Samuel Hervé, par monsieur le préfet. Il y a des crédits à prendre. Et nous ne devons pas regarder passer des travaux. Et c'est maintenant. Et c'est maintenant. Et donc, il faut qu'on se dote d'outils. Dans mon rapport d'étonnement, en tant que nouveau maire, nous sommes trop dispersés entre Énergie du Sud via de la SERM, la LEC. Nous ne sommes pas assez agiles. Et donc, je souhaite, nous allons travailler à donner un outil agile au territoire de la métropole de Montpellier pour être à cette hauteur d'une relance qu'on appelle Green New Deal, d'une transition écologique, mais qui donne du travail au bâtiment et qui permet de répondre aux enjeux de sobriété énergétique, de pouvoir d'achat dans les passoires thermiques qui sont très nombreuses, des copropriétés des années 60 à Montpellier. J'aurais un message, parce que j'ai appris que le président du CRO voyait la ministre, et avec François, quand même, on a eu la chance d'échanger avec elle. Je voudrais, Président, que vous fassiez l'écoute de ce que nous lui avons dit. C'est trop long. C'est trop long. Si nous voulons réussir la relance, nos administrations publiques doivent gagner en agilité. Moi, je sais, je dois absolument revoir l'organigramme ville-métropole, et c'est pour ça qu'on s'est doté d'un DG de combat, qui est Olivier Nice, qui est le directeur général des services de la métropole de Lyon. Ça pulse. Mais il faut absolument, enfin moi j'ai été l'adjoint à l'urbanisme, c'est pour ça que je reviens aussi avec plaisir ici. J'ai une éclipse de 6 ans. Mais on mettait 6 ans pour faire une ZAC, on est passé à 12. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et a fortiori parce qu'on va devoir faire, et je me réjouis des propos, du réinvestissement urbain, ne pas artificialiser des sols, parce qu'on doit changer de paradigme. Et là, il y a quelque chose qui se joue dans un message que l'État doit envoyer, non pas bafouer les procédures, loin de moi cette idée, loin de moi ce propos, mais quand même, il faut qu'on retrouve collectivement de l'agilité, parce que sinon nous nous en sortirons pas. Et c'est un élément stratégique de la relance. Moi, je ne fais pas la campagne du président de la République, je le soutiens politiquement, c'est pas mon sujet. Mais juste, je veux lui dire que là, on va connaître 18 à 24 mois difficiles. Et si ce que nous commençons à dire, nous, comme donneurs d'ordre du point de vue des collectivités territoriales, c'est dans 24 mois, bon, ben d'ici là, les comptes de l'assurance chômage auront été encore plus déficitaires, la crise sera d'autant plus dure et les tensions sociales vont s'exacerber. Et donc là, il y a une responsabilité. De notre part, ici, nos rapports avec l'État sont de qualité. Mais il faut absolument que la ministre, le gouvernement mesure bien que si on veut que ce plan de relance soit efficace, on ne doit pas s'égarer en procédure A, puis B, puis C, même s'il y a BCD, c'est très bien, mais il faut qu'on retrouve de l'agilité dans les temporalités. Enfin, sinon, objectivement, nous nous en sortirons, on s'en sortira toujours, mais on ne sera pas à la hauteur des enjeux et de la crise qui nous attend.
Allez, c'est très clair, agilité, détermination. On voit bien que c'est bien que les acteurs publics soient dans cet esprit-là. Les entreprises le sont également. Alors, je passe la parole à Laurent Villaret, président de la Fédération des promoteurs immobiliers, sûrement en écho au propos de M. le maire de Montpellier. Alors, tout le monde parle du plan de relance. Moi, je vais dire un mot sur ce qui s'est passé avant. Parce que sur le logement neuf, il y a bien une chose à comprendre, c'est que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, elle n'est pas due au Covid. Moi, je ne voudrais pas qu'on résume ce qui se passe aujourd'hui au Covid. Je rappelle que qu'est-ce qui a changé en fait en quelques temps? On a dit on arrête d'artificialiser le sol. C'est-à-dire qu'on construit on recycle la ville sur la ville. Et la deuxième chose qui a été dit, c'est qu'on construit de la carbone. Enfin, on construit davantage que de la carbone, puisque quand même on construit déjà de la carbone, on sait le faire. Ça c'était avant Covid. Rien, je dis bien rien, sur les années qui viennent de passer, n'a été mis en place pour aider les élus locaux et la profession à accélérer les processus administratifs de sortie des opérations dans le renouvellement. Obtenir des autorisations environnementales aujourd'hui, c'est devenu extrêmement compliqué, voire impossible. Qu'est-ce qui s'est passé sur la région Aix-Languedoc-Roussillon, que je représente sur la fédération? Baisse des mises en vente, je suis avant le Covid, baisse des mises en vente sur notre région, qui ont conduit aujourd'hui, post-Covid, à avoir effacé la moitié du marché sur la métropole de Montpellier et sur l'Aix-Languedoc-Roussillon. Deuxième point. On a un volume de marché assez faible, je crois que c'est depuis 15 ans. Depuis 15 ans, c'est le chiffre le plus bas. Qu'est-ce qu'on a fait également? Il y a Bercy, je suis un peu critique, il y a Bercy qui a fait un tableau Excel et qui a rayé de la carte deux villes moyennes, parce qu'il faut se rappeler quand même, on a une constellation de villes moyennes. Il y a une métropole, certes, qui est forte, mais il y a aussi des villes moyennes qui sont attractives près de routes. On a littéralement effacé, j'ai dit bien effacé, les marchés de Béziers et de Narbonne en logement neuf, en supprimant l'incitation fiscale de la zone B2. Alors que ces villes-là Monsieur le maire de Béziers réagira sur au bord de l'autoroute et que ce dispositif fiscal permet la sortie d'opérations, permet la production de logement social, permet la production de logement abordable, et qui plus est, viennent resserrer encore plus la tension sur la métropole de Montpellier. Maintenant, le post-Covid. Oui, parce que là, c'est un vrai enjeu, et c'est vrai que c'est maintenant. Alors, il y a deux choses qui sont importantes. C'est qu'on veut utiliser un nouveau sol. C'est le sol qu'on recycle. Très bien. Nous, les promoteurs, et je suis sûr les entreprises, on adhère à ça. On comprend la transition écologique. Mais que l'État donne aux élus locaux les moyens de sortir ces opérations. On ne tire même pas les conséquences du Covid. On ne dématérialise même pas, en sortant du Covid, les autorisations d'urbanisme. Aujourd'hui, on repart sur un cycle identique. On a des spots qui nous disent vous faites du logement. Vous aussi, vous demandez de la simplification et de l'accélération. Il n'y a pas de simplification. Et la simplification, c'est où, c'est quand? On parle de maire bâtisseur, de prime au maire bâtisseur. C'est où, c'est quand, c'est quoi? On parle du renouvellement de la loi Pinel qui, alors, avant de la renouveler, il fallait la rétablir dans les territoires où ça a été rayé de la carte. Et clairement, sur la loi Pinel, la ministre est venue l'autre jour pour nous dire la loi Pinel va être prolongée. Très bien. Et on voudrait étudier un Pinel plus tard. Un Pinel vert. Mais faites-le tout de suite. Faisons un Pinel vert tout de suite. Voilà. Donc, moi j'entends qu'il y a une politique volontariste du président de la métropole que j'ai vu aujourd'hui, qui me fait plaisir puisqu'on ressort du foncier par un prisme de ZAC, par un prisme de recyclage de spots de renouvellement urbain. Encore faut qu'on a besoin effectivement que les PC qu'on a en cours sortent, mais on a besoin aussi d'outils qui aident les élus pour que les futurs PC dans ces ZAC qui doivent être approuvés et dans ces spots de renouvellement urbain permettent que ces opérations sortent dans un temps rapide, sinon plus de logement social, plus de logement abordable et des prix sur le logement qui explosent. Oui. Donc si on voit bien que vous voulez aller également, il y a une période d'ici préélectorale, des fois qui fige un peu, qui ralentit un certain nombre de projets. Il y a eu bien sûr la crise sanitaire qui a impacté fortement plusieurs semaines de confinement. On voit bien qu'aujourd'hui, la reprise, c'est pas simple, parce qu'il ne s'agit pas seulement de corriger, mais aussi de rattraper. Et les entreprises, ça a été dit, sont en difficulté, alors même qu'elles sont prêtes à répondre aux attentes et aux demandes. Et les attentes et les demandes, essentiellement, ce sont les maîtres d'ouvrage. J'ai envie de vous dire, maîtres d'ouvrage publics, qui sont ici autour de la table, maîtres d'ouvrage privés. Là, en l'occurrence, les secteurs privés ont aussi beaucoup d'importance. C'est pas simple, j'imagine, quand on
demander aux collectivités locales et élues de pouvoir concilier toutes les attentes, toutes les demandes. Les enjeux sont grands, l'écologie, construire une ville de demain intelligente. En même temps, le territoire, le département, on parlait de Montpellier, mais c'est également vrai de Sète. On l'a vu avec le confinement, des villes du littoral bien desservies par le TGV, j'aurais pu citer Béziers également, sont devenues plus attractives encore. Il y a une demande de logements, de tout type de logements et de parcours résidentiels. Comment vous faites quand vous êtes à l'exercice des fonctions locales, François Comène ou Robert Pénin, pour essayer de concilier ces enjeux, une ville de demain plus pérenne, plus durable, et en même temps des demandes fortes exprimées par les citoyens? Allez, on vous donne le micro. Robert Ménard, ensuite François Comène. Je ne voudrais pas vous contredire, mais j'aimerais bien qu'il y ait le TGV à Béziers. Il est pas encore, je crois que le maire de Sète, exactement, dans la position, et on est tous d'accord là-dessus. Non, c'est le premier point. Écoutez, nous, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? D'abord, comme tout le monde, on n'invente pas le fil à couper le beurre tous les matins, il ne faut quand même pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. D'abord, on a essayé de répondre dans l'urgence. Alors, on a aidé, on avait la région en particulier, aider les petites entreprises. Aider, c'est moins vous, mais les petites entreprises qui rencontraient des difficultés immédiates. Chaque fois que la région a donné 1 euro, on a donné 1 euro, que ce soit la ville ou l'agglomération, puisque maintenant je préside l'agglomération. Mais ça, c'est pour les toutes petites entreprises. Quand vous donnez 4 000, 8 000 euros, ça ne sauve pas une entreprise du bâtiment, à part de prendre ses désirs pour la réalité. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est évidemment l'investissement. C'est ce que vous attendez de nous. Vous n'attendez pas 2 000 euros de nos collectivités locales, vous attendez de l'investissement. Ça a été compliqué. Pourquoi ça a été compliqué? Pour des choses aussi connes que des trucs pratiques que vous avez connus. Nous n'avons pas cessé de délivrer des permis de construire, par exemple. En revanche, les commissions d'accessibilité, les commissions de sécurité, elles ne se réunissaient plus pendant des semaines. C'est juste ça. Des fois, ce n'est pas la grande politique, c'est juste être un peu responsable. Moi, je me suis engueulé avec le sous-préfet. Le préfet, sur ce registre-là. C'est là où il y a besoin de gagner de l'agilité. Là, je ne sais pas si c'est de l'agilité, c'est juste de la conséquence. Il ne faut pas être débile profond. Il ne faut pas nous dire à la fois continuer à délivrer des permis de construire ce qu'on fait, toutes les collectivités, et après ne pas suivre de leur côté. C'est ça la réalité. Alors, malgré ça, l'investissement de nos collectivités, moi, mon pari, ça a été quoi? La ville, on dépensera plus en investissement cette année que l'année dernière. C'est pas évident avec ce qu'on a connu et tout, parce que c'est compliqué, les marchés publics, patati patatou. Ça a été compliqué, mais on y est arrivé. Ensuite, pour l'agglomération, c'est le même pari. C'est aller vite. Moi, ce qui m'a tué, je suis maire depuis plus longtemps que vous, mais comme vous, je découvre une agglomération. Enfin, pas tout à fait, j'y étais, mais dans son opposition à l'agglomération. Ce qui me tue, et c'est la part de responsabilité des élus qu'on a, c'est, moi, je le sens moins l'Amérique à l'agglomération. C'est la lenteur. Alors on se plaint, nous, de tout le processus, tous les délais légaux qu'il faut respecter et tout. C'est la lenteur de la prise de décision. La lenteur de la prise de décision. Alors, vous avez raison maintenant, juste notre devoir, c'est d'aller vite. Vite, vite. Alors, évidemment, on respecte les délais, mais il y a à respecter les délais, et puis il y a, si j'osais, un jeu de mots d'actualité, un rythme de sénateurs, ce qui n'est pas vrai pour les sénateurs. En l'occurrence, je ne voudrais pas que tu me prennes comme ça, ce soit un malentendu. Et un rythme trop long. Ensuite, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a accepté, tout à l'heure j'entendais quelqu'un expliquer, qui le disait, on accepte les dépassements. Aujourd'hui, on a signé un certain nombre de filles, d'accords avec un certain nombre d'entreprises, qui juste, si on ne bouge pas d'un iota, ils vont perdre de l'argent. Il faut le dire. Parce qu'avec les coûts plus importants pour le Covid, si vous leur dites « Ah, non, tu te tiens à ce que tu as signé », tu le tues, l'entrepreneur en face de toi. Donc il y a des choses aussi simples que ça. Nous, on a accepté la logique que sur nos marchés, on n'exigerait pas un respect à la lettre des engagements financiers, parce que le type, oui, tu peux légalement, mais tu le tues légalement aussi. Ensuite, vous y avez fait allusion, c'est vous qui avez fait allusion, je suis content que vous l'ayez dit. Quand même, l'État sur le Pinel, ils sont bobards. Ah non, mais attendez, non, moi je parle tout simplement. Aujourd'hui, avoir supprimé le Pinel
Parce que c'est ça, dans les faits, le principe baratin. À Narbonne ou à Béziers, ça rime à quoi? Ces ministres, ils sont tombés sur la tête. Marquez, vous me direz, moi j'ai vu un ministre que je ne citerai pas, me dire Béziers, Montpellier, ben, c'est à côté. Sauf que la situation, je n'ai pas de mauvais rapport avec vous, mais sauf que la situation à Montpellier, à Béziers, elle n'a rien à voir. Rien à voir, il n'y a quand même pas à Sète et à Montpellier non plus. Vu de Paris, il y a des types, ou des bonnes femmes, c'est pareil, c'est pas une histoire de. Les femmes ne sont pas mieux que les hommes dans ce domaine, qui pondent des textes et qui prennent des décisions qui sont des assassinats pour nos entreprises. On construit à Béziers en logement neuf 5 fois moins depuis l'an dernier. 5 fois moins. 5 fois moins. Donc là, vous alertez, vous attirez la... Mais attendez, ça sert d'alerter. Moi, j'alerte depuis le début. Il faut juste qu'un certain nombre de gens qui soient proches plus que moi du pouvoir, ce qui n'est pas très difficile, je pense que tout le monde ici doit l'être à peu près, il faut juste leur dire, vous jouez avec le feu. Le seul argument, ma femme est députée, vous le savez, le seul argument qu'elle entend, c'est de dire, oui, mais il y a des zones où on n'arrive pas à le louer après le Pinel. À Béziers, on le loue sans aucun problème. On l'a toujours loué sans aucun problème. Ensuite, il y a nos fautes à nous. Pardon, je vais être un peu long. Oui, non, mais c'est pas l'occasion de vous redonner la parole. Non, tant pis pour vous. Je vais juste finir sur un truc. Tant pis pour vous. C'est un... Ouais, j'en profite. Vous avez raison, vous avez le micro, c'est sur une force. Et ouais, puis je l'ai tellement fait d'animer les débats. Un, c'est le discours contradictoire de l'État. Vous en parliez, monsieur le maire. On ne peut pas à la fois nous demander de construire, mettons, plus de logements sociaux et exiger que dans nos PLU, on rende à l'agriculture, dont on a rendu plus de 500 hectares pour pouvoir avoir la bénédiction de l'État sur le PLU qu'on fait. Vous ne pouvez pas à la fois demander les deux choses. Vous ne pouvez pas à la fois nous demander de faire du développement économique et nous dire en même temps, ah, vous ne faites pas de zone économique de plus parce que vous allez prendre sur l'agriculture. Moi, je veux bien le discours écolo, mais là, à un moment donné, tu butes sur une réalité. Et dernier point, j'arrête, il y a aussi nos propres, moi je parle alors pour Béziers, je ne sais pas comment ça se passe à Sète ou à Montpellier, nos propres bureaucraties internes. Tu arrives à Béziers, je suppose que ça doit être peut-être pas qu'à Béziers, tu avais, alors en plus nous on ne s'entendait pas, tu avais l'agglomération, tu tapais à la porte, ensuite il fallait aller voir la mairie, tu tapais à la porte, et ensuite tu allais voir Via Terra, dans une société d'économie mixte, où tu tapais à la porte. Tout ça est trop compliqué, j'ai supprimé le développement économique à l'agglo, il n'y en a plus. J'ai supprimé tous les gens qui à la ville s'occupaient de ça et j'ai tout mis dans la société d'économie mixte pour que, simplement, pour aller plus vite, il faut donner l'exemple, il y ait un seul interlocuteur, que les patrons que vous êtes, vous avez un seul interlocuteur. En tout cas, mais c'est comme ça maintenant. Voilà, je sais, j'ai été trop long. Oui, merci. On donne le deuxième micro. Allez, monsieur le maire de Sète, vous pouvez enchaîner. Moi, Sète, c'est beaucoup plus simple qu'à Béziers, parce qu'à Sète, on n'a pas de foncier, on a d'un côté l'étang de taux de l'autre, la garrigue et le lido sur l'ouest. Donc, je ne vous cache pas... Et pourtant, 30% d'habitants en plus de... Oui, mais cette augmentation, si vous voulez, on est obligé de la mener depuis cette année. C'est l'avantage de durée, et de durée de la continuité, que ce soit au niveau de la ville, que ce soit au niveau de l'agglomération, d'avoir des outils, et surtout les outils à sa disposition, les SEM, les SPL, pour pouvoir être particulièrement réactifs. Mais moi, ce que je voudrais dire surtout, et tous les maires, on est confrontés à la même difficulté, il ne s'agit pas de nous mettre des milliards et des milliards, c'est de nous faciliter la réalisation de certaines choses. Des actes, bien évidemment, on en fait, mais une actes, comme disait Mickaël tout à l'heure, avant il fallait 3-4 ans, actuellement c'est 8 ans minimum, s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de recours, s'il n'y a pas les arbres à anneaux ou une nucléaire bloc qui viennent tout bloquer. Les zones d'activité économique, pareil, on nous dit d'en faire en reconquérant des friches industrielles, mais là aussi c'est assez compliqué pour arriver à nos fins. Mais il faut avoir la volonté, il faut avoir d'abord un peu de trésorerie, et notamment, par exemple, pour
la situation de la crise sanitaire, cette agropole Méditerranée a voté d'1 million pour accompagner les entreprises locales. Alors bien évidemment, pas vous, parce que vous êtes des grosses entreprises. Il y a beaucoup de petites entreprises. Mais les petites entreprises ont été bien évidemment particulièrement aidées. Mais ce que j'ai souhaité surtout, c'est de ne pas pénaliser les projets de cette agropole Méditerranée par ces 20 millions investis alors qu'ils n'étaient pas prévus initialement. Et grâce à une trésorerie et des résultats assez satisfaisants, et grâce à un emprunt où actuellement les conditions sont particulièrement favorables pour compter sur 20 ans, au contraire, on va pouvoir faire encore davantage d'investissements au niveau des piscines, au niveau des stades de sport, des salles de sport, des pistes cyclables, des autres activités économiques, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est ça. Mais moi, c'est important d'avoir d'investissement. Ce qui me fait aller en permanence sont certaines contraintes. Parfois, il suffit, on a discuté avec Michael toujours avec la ministre, effectivement, parfois il ne faut pas grand-chose, mais sans déroger à la loi, mais simplement un petit coup de pouce pour faciliter les relations avec un service particulier. C'est pas le ministre, parce que les ministres, ils arrivent, ils passent, il n'y a pas le temps de les connaître, ils ont déjà changé, mais certaines administrations sont un peu là, comme tu le disais, pour nous emmerder. C'est pour ça que certains font le choix d'être maires, et plus députés. C'est important, on le voit, en tout cas, ça montre un peu l'état d'esprit. C'est vrai que la fédération, quand elle a organisé ce débat, avait besoin, je crois que les entreprises qui sont dans la salle sont un peu des porte-parole, d'être rassurées aussi, pouvoir mesurer si les collectivités, les politiques, ils ont conscience de il fallait surtout pas avoir une double peine. C'est la peine de Covid, et ensuite la peine de la récession. Et de pouvoir vous entendre, on voit bien, chacun bien à la mesure en gros, des enjeux aujourd'hui, qui a vraiment la volonté de part et d'autre, vous l'avez tous les trois dit, d'essayer de vous adapter, d'ajuster, de gagner en agilité. C'est le terme, c'est souvent un terme qu'on utilise de plus en plus dans les entreprises. C'est bien qu'ils soient utilisés dans les collectivités locales et publiques. Et ça, c'est vrai que ça nécessite aussi beaucoup de passerelles, de coopération entre les différentes échelles territoriales, les différentes collectivités locales. Alors, je me tourne vers le représentant du département et de la région. Et donc, du coup, on va évoquer les cofinancements, des fois nécessaires, la mobilisation des crédits de collectivités locales à collectivités locales, et voir comment, du côté du département, vous réagissez. Je me souviens que dans une interview, Thierry Ducrot, je crois que c'était à Clermont-Tard, sur France 2, se féliciter de la décision du département qui envisageait des travaux en 2021 et qui les réalisait, pour les mettre sur l'exercice 2020. Là, c'est vraiment l'idée, on va très vite, on ne perd pas de temps. Est-ce que c'est vraiment l'esprit aujourd'hui le vôtre? Le département est un acteur important en termes d'investissement public, d'autant que nous aidons beaucoup les collectivités locales, ce sont les communes et les intercommunalités. Mais nous avons aussi notre propre budget d'investissement, je pense en particulier au collège, je pense à tous les bâtiments départementaux et tous les services disséminés sur le département. La question qui se pose effectivement, c'est de mettre en synergie notre capacité de financement des autres collectivités et leur propre problématique à elles. Bon, je voudrais quand même dire que les élections municipales qui ont duré 3 ou 4 mois n'ont pas facilité l'émergence de projets rapidement pour être opérationnels. Alors là, les endroits où les maires ont été réélus, là ça va, mais il y a beaucoup de communes où toutes les équipes ont été renouvelées, et ça, il y a eu après l'été, donc il faut effectivement on se mette en mouvement. On dit septembre, c'est la rentrée, il faut que les collectivités travaillent ensemble. Les élections, maintenant, c'est terminé. La crise sanitaire, elle n'est pas encore derrière nous, loin de là. Alors, si effectivement la pandémie ne redémarre pas, je crois que ça sera difficile, mais on passera ce cap. Si elle redémarre, je ne réponds pas des accidents, personnellement. Ce que je veux dire aussi, c'est que 100 milliards, c'est beaucoup, et en même temps, c'est peu. Parce que 100 milliards sur 2 ans, avec 40 milliards qui sont encore au niveau européen, qui ne sont pas débloqués, ça veut dire qu'on ne va pas dépenser 100 milliards dans les quelques semaines qui viennent. Ça va s'étaler sur 25 mois.
Donc quand on compare ces sommes à ce que représente la croissance économique, qui elle va prendre moins 10 points en 2020, on voit à quel point c'est important, et en même temps, on se rend compte que ce n'est pas les contributions des contribuables qui se substitueront au flux économique. Autrement dit, il faut que la machine redémarre, et il faut que nous, on se mobilise tous pour engager un mouvement, parce que le temps presse. On n'a pas le temps de perdre 6 mois. Là, je rejoins tout ce qui vient d'être dit par rapport aux procédures, à l'émergence des dossiers, les permis de construire, les clauses environnementales, etc., etc. Donc il faut se mettre au boulot, mais ça urge. C'est ça. Et en fait, l'urgence, c'est à la fois de capter le plus possible le plan de relance, les 100 milliards. Mais il faut là-bas. Je pense que les collectivités locales vont tirer le plus possible de cette enveloppe financière. Et puis le plan de relance pour rajouter leur propre projet. Je pense que et à cette exigence-là, il y a ce que vous pouvez faire, les collectivités locales et territoriales. On voit que c'est important. Et ça pose un souci pour les entreprises qui elles-mêmes ont des projets d'investissement. Elles peuvent avoir de la visibilité à moyen terme. Le conseil régional, je crois que c'était il y a 3 ans, vous dites si je me trompe, lançait un plan Marshall du bâtiment. Ce plan Marshall, il est aujourd'hui en activité depuis 3 ans. J'imagine que le contexte, il va continuer de perdurer. Vous allez nous le dire, ou peut-être même être conforté. Si vous voulez, l'occasion de ces réunions auxquelles je viens toujours avec plaisir depuis bien plus que 3 ans, depuis le trône, toujours l'occasion à la fois de servir de couche-bol pour la profession, mais aussi d'aider et bien rassurer. Et je me souviens d'une époque où, pour rassurer la profession qui avait peur de la fusion de la nouvelle région et de la fameuse année blanche, parce que vous vous souvenez de ça, la présidente Carole Delga, la candidate, a pris l'engagement de plan Marshall du bâtiment, en disant j'arriverai aux affaires et j'accélérerai les investissements régionaux directs pour permettre à la profession de ne pas subir les effets de cette fusion et de la fusion de cette administration. Je me souhaite qu'on est revenu l'année d'après et vous m'avez rappelé à mes engagements en disant, le président du groupe en premier a dit ça va passer notre affaire, c'est bien beau, c'est joli, mais nous on ne voit rien arriver quoi. Et donc ça m'a permis moi de revenir et de demander à la présidente qui vous a. Et du coup vous êtes invité chaque année. Mais non, mais de voir, mais oui, mais c'est bien sûr, ça sert à ça, c'est rencontrer, de voir comment on pouvait fluidifier le processus. Donc bien sûr, le plan Marshall était un engagement et il est devenu une réalité. Il voit d'ailleurs ses premiers effets. Je pourrais citer l'inauguration du lycée de Gignac, je pourrais citer, je ne ferai pas l'ensemble des travaux qui ont été inaugurés récemment sur le pont de Seine, sur le maire. Je pourrais citer le prochain lycée à Montera qui va être livré en 2022. Donc des actions présentes et un plan Marshall. Et fort engagement. Oui, fort et engagement, évidemment. Si, à côté de ce plan Marshall, on va vous dire, oui, le monde continue, la région, c'est quand même pas beau, il est lancé, vitesse de croisière, on n'en dit plus. Non, pendant la crise du Covid, ça a été rappelé, la région a été présente. Moi, je ne suis pas là pour défendre à la lumière de ce qu'a dit le maire de Montpellier, moi je ne suis pas pour le soutien du gouvernement et du président de la République. Mais je veux quand même saluer la souplesse dont a su faire preuve l'État pendant la période de Covid. Bien sûr qu'il y a eu des ratés au démarrage, on l'a tous vu et tous su, ce qui a valu d'ailleurs la région de prendre des responsabilités, des fois même pour pallier aux défaillances de l'État. Et je pourrais associer le département, notamment sur la question des masques, mais quand même, la mise en place des prix, la mise en place du prêt garanti par l'État, toute une série, la question du statut de chômage partiel ont été des éléments décisifs pour ne pas avoir notre économie sombrée. Et cette souplesse, cette agilité dont l'État a su faire preuve, et je veux aussi saluer mon idée de projet. C'est parce que je salue ça que je m'autorise d'ailleurs à les critiquer comme il le faut. Par exemple sur le contrat financier que l'État nous a imposé, dont on voit aujourd'hui qu'il est complètement absurde, d'ailleurs il l'a annulé. Bien cette souplesse dont a su faire preuve l'État, aujourd'hui, elle doit se poursuivre. Parce qu'en effet, annoncer un plan de relance tout en décalant au passage le contrat de plan État-région, eh bien,
ça doit nous amener en effet à établir l'État et lui dire, bon, cohérence, deux, on est dans un système d'exception. Et il nous faut donc des mesures d'exception. Moi, je ne suis pas là pour dire que notre pays est empêché de se développer à cause de moutarde capetière ou du lézard orcelé. Pas opposer l'environnement à la construction. Mais par contre, des lourdeurs administratives qui peuvent s'entendre, de croissance, d'abondance, aujourd'hui sont insupportables pour les élus que nous sommes. Et donc, quand la région s'engage à financer 52 000 rénovations de logements par an, pour passer à 75 000 dans le cadre de son plan de relance de la rénovation énergétique, on voit bien que l'environnement est source de richesse. Mais nous avons besoin des services de l'État pour faire en sorte que ces engagements financiers se retrouvent dans vos comptes, sur vos comptes, dans vos carnets de commandes. J'ajoute, je pourrais aussi parler d'autres volets, parce que là, ici, nous parlons évidemment du plan de relance sur le bâtiment et la construction. Mais nous avons aussi une responsabilité, la région, le département, et les groupes qui sont là, c'est de faire en sorte que les bâtiments que vous allez construire, soit là, il faut aider, on a l'impression, on voit des investissements, et que vous allez devoir vendre, vous allez trouver des clients. Donc ça veut dire plan de relance au tourisme, ça veut dire plan de relance culturel, parce que tout ça, ce sont... Et tous les secteurs sont concernés. Tous les secteurs sont concernés. Et lorsque nous disons que nous avons besoin d'agilité de l'État qui accompagne plutôt que l'État qui contrôle et qui sanctionne, et je redis qu'il a su le faire pendant la période du confinement, eh bien, ce n'est pas que des mots, ce n'est pas que de jeux politiques, il en va de la survie économique du pays. Et c'est pour ça, Monsieur le Président du groupe, à côté du maire de Montpellier, Carole Delga m'a demandé de vous dire, oui, bien sûr, faites pression auprès du gouvernement, donc bien sûr, si vous pouvez avoir plus d'argent, on prendra, et c'est pas ça qu'on demande, c'est de faire en sorte que les engagements que nous prenons, les investissements que nous avons votés, puissent se retrouver rapidement engagés sur le terrain. Allez, le message, je crois, peut être entendu. Protection, soutien, on voit bien, ce sont des actions qui ont été plutôt derrière nous, plutôt réactives et plutôt bien faites. Aujourd'hui, la question, c'est celle d'une relance rapide, une relance efficace. Ça passe par la mobilisation des acteurs publics, ça passe aussi par la mobilisation des acteurs privés. Michel Capra, vous êtes directeur de la promotion dans votre entreprise, promologiste. Vous avez décidé aussi de continuer d'une certaine manière l'investissement, le combat pour réaliser le plan d'action que vous aviez imaginé précédé, même si vous m'avez dit en discutant, en échangeant pour préparer cette manifestation, que ça nécessitait aussi quelques adaptations. Clairement, je voudrais revenir sur même ce qui s'est passé sur cette période de Covid où on a, acteurs économiques que nous sommes, tous besoin des entreprises. On ne peut pas construire sans encore plus d'entreprises, du BTP qui soient sains, pérennes et qui aient une certaine visibilité. Et dès l'arrêt de nos chantiers, je veux dire, les toutes premières semaines ont été quand même consacrées à mettre en place un certain nombre d'actions pour que cette période d'arrêt, dont on maîtrise absolument pas la durée à l'époque, ne soit pas mortifère pour l'ensemble des entreprises avec lesquelles nous avions contracté des marchés. Et très rapidement, on parlait d'agilité, de réactivité, d'imagination. On a très rapidement essayé de mettre en place un certain nombre de protocoles avec l'ensemble de l'entreprise pour participer à l'ensemble des surcoûts de protection de la santé sur les opérations, pour que dès le redémarrage des travaux, on soit en mesure effectivement d'assurer la protection de tous les salariés, les nôtres comme ceux des entreprises, en partageant pratiquement chaque fois la moitié de tous les coûts collectifs de protection de la santé, d'abandonner bien entendu tout le régime des pénalités de retard sur les allongements de chantier, et force est de constater que le jeu a été joué de part et d'autre, puisqu'à l'arrivée, globalement sur nos prévisions, l'année 2020 devrait, sur les livraisons d'opérations, être au rendez-vous, que ce soit en promologie comme dans la plupart des bailleurs sociaux. Ça, c'est plutôt du genre de solution, effectivement, on est à peu près dans la plaque. En termes de volume de livraison, effectivement, à 5% près, on est dans l'objectif. Avec évidemment un décalage de recettes, c'est assez clair, puisque c'est pratiquement le dernier trimestre qui va avoir arrivé un certain nombre de mises en location, de
dois attirer l'attention de tout le monde, c'est que le monde du logement social aujourd'hui est interdépendant de celui de la fonction privée. Quand on met 100 logements sur le marché aujourd'hui en logement social, au plan national, il y en a à peu près la moitié qui sont construits par des promoteurs privés. Dans chaque opération aujourd'hui, quelles que soient les communes, on est entre 20, 25, 30% de quotité sociale dans les opérations. Et tous les retards pris par les opérations des promoteurs privés sont des retards pris par nos prévisions de livraison. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on a, sur 2020, un effet cumulatif de la crise du Covid, de la période préélectorale, de la période électorale, sur laquelle, effectivement, M. Barral a rajouté la période de vacances qui est arrivée derrière et que tout le monde avait bien mérité. Et donc, ces 4-5 mois d'hésitation, de ralentissement, d'arrêt dans certains projets, très clairement, je veux dire, c'est le jeu électoral, c'est démocratique, mais vous arrivez avec une municipalité, vous attendez un permis, mais il va délivrer, il va refuser, parce qu'il n'est pas conforme aux nouvelles aspirations, ça arrive. C'est pas nouveau, tous les 6 ans, ça arrive, ce genre de choses. Et il est vrai que sur cette année, on a un effet cumulatif qui fait que, globalement, sur les mises en chantier de fin d'année, on est un peu coincé, et là, on ne sera peut-être pas exactement au rendez-vous de ce qu'on avait fait. C'est là où vous dites, dans l'instruction des permis, voilà, faites ce que vous pouvez, mais nous, on fait tout ce qu'on peut en interne. On a aujourd'hui 4 appels d'offres à l'analyse pour des autres services travaux qui, je l'espère, seront délivrés dans les mois qui viennent. On a, sur une centaine, 150 logements, on en a encore 2-3 annoncés qu'on va essayer de boucler avant la fin de l'année pour que, effectivement, les commandes soient passées le plus rapidement possible. Nous, en interne, et pas seul sur la logique, je pense que tous les confrères de réseaux sociaux font à peu près la même chose sur le volume d'affaires qu'ils ont en gestion directe. Mais encore une fois, ce que je voudrais affirmer également comme volonté, c'est qu'il n'y aura pas, malgré tous nos efforts, de réussite sans un travail partenarial avec les collectivités, sans un travail en amont sur la façon d'accéder au foncier, que ce soit ensemble avec les promoteurs ou que ce soit isolément, nous en tant que bailleurs. Évidemment, c'est quand même plus évident quand on a un territoire sur lequel la ZAC est un outil d'aménagement puissant. Parce qu'on a un territoire qui est peut-être moins contraint que sur d'autres territoires littoraux. Il faut appeler un chat un chat. Quand on est autour de l'étang de Thau et qu'on en est à la 3e ou la 4e hypothèse de ruissellement pluvial par les services de l'État et qu'on rend des secteurs construits dans les PLU et qui deviennent soumis à d'énormes points d'interrogation, l'équation est extrêmement difficile à résoudre, que ce soit pour nous, que ce soit pour les collectivités. Et autant tout le monde a souligné autour de la table l'urgence à agir vite, à réfléchir vite, à se mettre rapidement autour de la table. Nous, on le fait en interne, mais il faut que l'ensemble des partenaires continuent à le faire. Je crois que la leçon de cet exercice 2020, elle est bien là. C'est arrêtons de traîner, arrêtons de nous regarder le nombril chacun sur sa petite problématique. Mettons-nous ensemble. C'est une belle transition pour la deuxième séquence. Alors je vais vers le panel, puisque l'échange, on l'a dit, c'était entre les acteurs publics et privés. Alors je ne sais pas, je regarde Céline Guitard, Bertrand Couronne. Il y a un sujet qui a été un peu sous-jacent, comment dans la reprise on fait peut-être mieux travailler plus encore les entreprises locales. C'est important, elles sont nombreuses dans les hauts et le secteur du bâtiment est bien représenté dans chacune des communes et collectivités territoriales départementales. On sait, Bertrand Couronne, que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Alors je vous donne la parole en premier sur ce sujet. On enchaînera ensuite avec dans le bâtiment, comme on l'a dit Thierry Ducot tout à l'heure, on a été les premiers à s'arrêter pour protéger les salariés, mais par contre on a été les premiers à reprendre en protégeant nos salariés. Donc effectivement, il faut redémarrer vite, mais surtout il faut redémarrer bien. Et un des leviers peut-être c'est la RSE, la responsabilité sociale et environnementale, se servir de ça, mais pas que ça soit dans l'air du temps parce qu'on en parle, parce que c'est un réel besoin. Gilbert Comos tout à l'heure a dit qu'il fallait qu'on se serve de cette crise pour devenir plus fort et plus grave, et je pense que ça passe par là. Il faut qu'on ait des exemples concrets, il faut qu'on ait des actions concrètes pour arriver à faire ça. Vous savez, les jeunes maintenant, ils savent trier, ils savent recycler, et nous, on ne sait pas encore, mais il faut qu'on s'adapte, et on est prêt à le faire. Et je pense que le bâtiment, les artisans du bâtiment, on est tout à fait à même à être dans cette action précise et concrète. Grégory Blanc-Villain, qui est présent,
disait par exemple, pourquoi, alors c'est une idée parmi tant d'autres, pourquoi pas faire une journée annuelle, semestrielle ou trimestrielle, où les entreprises du bâtiment dépenseraient moins d'énergie, alors peut-être pas sur le chantier, mais un transversal sur les bureaux d'études, sur les conducteurs de travaux, etc. Pourquoi pas? Bon, c'est à développer. On a besoin de fidéliser nos salariés. Une des façons de fidéliser les salariés, c'est pas que le salaire maintenant, c'est pas vrai. On a besoin de leur faire, de leur montrer qu'on a un vrai engagement sur la responsabilité sociale et environnementale. Pour eux, c'est très 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 important. Ils ont besoin de se savoir reconnaître en tant qu'être humain. Et par contre, là, on a besoin de vous, les élus. On a vraiment besoin de vous, les élus territoriaux. Vous, les Français, vous êtes les élus préférés des Français. Donc, ce qu'on connaît mieux. Ce qu'on connaît le mieux, vous êtes sur le terrain et vous avez parlé de la longueur administrative par rapport à l'État, mais nous, on a besoin de ce que vous agissiez, par exemple, sur les critères de mise en marché, de rentrer le RSE. À l'heure actuelle, je crois que c'est 5%, ou entre 5 et 8%, il y a des critères sur l'environnement et sur le sociétal. Et avec des notes qui sont de 3 à 4%. Bon, c'est ridicule, on n'y arrivera jamais en faisant comme ça. Donc ça, vous avez le pouvoir de le faire quand même, sans que ça passe par l'État. Donc là, on a vraiment, vraiment besoin de vous. Et vous verrez que si on fait ça, on gagnera ensemble. Allez, fidéliser les salariés dans les entreprises. Vous voulez poser la question, fidéliser les entreprises dans les territoires. Michael Lefosse, on va vous donner le micro. Il est déployé. Vous savez qu'on déploie le micro pour chaque intervenant. Voilà, Michael Lefosse. Je vais réagir en m'excusant parce que je devrais vous quitter après. Je suis attendu, mais je tenais quand même à écrire. Vous avez dit quelque chose, je crois, que ça c'est fondamental. C'est comment on sera jugé. Moi, je crois d'histoire. Comment on jugera, nous, après la crise. Et là, on voit bien, il y a eu ce débat du monde de demain, ou de je ne sais plus quoi là. Si on ne franchit pas un gap qualitatif après cette crise, si ce processus qui nous a été quand même, nous a apeurés collectivement, nous dans notre être, vous pour vos collaborateurs, les uns les autres, on ne fait pas naître quelque chose de bien, on se trompe. Et ça, c'est le job qu'il faut qu'on ouvre avec la BC. Là, comment on fait nos appels d'offres, comment on travaille, comment on fait monter en qualité les entreprises de notre territoire. J'avais, il y a quelques années ici, des longs débats avec le président Ségotti sur ce truc qui était dévastateur, qui était la prestation de main-d'œuvre, voilà, où c'était n'importe quoi. Ça déstabilisait l'appareil de formation qu'est l'éducation nationale, parce que les jeunes ne trouvaient pas d'apprentissage. Et là, il faut raconter quelque chose pour vos entreprises, mais pour nos territoires. Développer les savoir-faire et anticiper ce qui va arriver, c'est-à-dire les futurs textes, pour le coup, sur les matériaux biosourcés. On voit bien qu'il faut qu'on arrive à travailler sur nos écosystèmes. Et ça, c'est en parallèle de la reprise. C'est-à-dire qu'il faut qu'on reprenne en main la maîtrise de notre temps. Vos entreprises, ce sont des marques, mais elles sont associées à notre territoire. Et moi, je le dis ici pour la métropole de Montpellier, mais j'ai eu l'honneur d'être conseiller départemental de l'Hérault, c'est qu'est-ce qu'on raconte, nous, ici? Parce que ce qui se joue, c'est notre capacité de votre pérennité sur le territoire héroltais, mais c'est aussi votre capacité parce qu'on aura bien travaillé ensemble, parce qu'on aura échangé, à aller répondre sur des marchés dans d'autres métropoles, chez d'autres collègues. Et là, il y a quelque chose à jouer. Et ça, c'est aussi notre travail. Et là, pour le coup, vous avez parfaitement raison. Ce n'est pas que ce que nous demandons à l'État, c'est ce que nous, on va être capable d'être en termes d'innovation. Voilà, je pense que là, on a un immense défi qu'il faut qu'on mène pour qu'il naisse quelque chose de bien de cette crise. Merci, monsieur le maire Moulibert, du coup. Merci. Et on sait pouvoir compter sur vous pour continuer les échanges et les débats entre professionnels. Oui, monsieur Dupont, je profite de votre présence, monsieur le maire, si vous pouvez rester avec nous. Une minute de plus, merci beaucoup. Monsieur le direct, c'est bien. Juste une question qui me brûle les lèvres depuis un moment, c'est de savoir si le maire que vous êtes devenu va relancer
les folies que l'adjoint à l'urbanisme avait voulu. Et peut-être, comme on l'a déjà envisagé en petit comité, des folies vertes. Allez, on vous redonne le micro, monsieur le maire, juste pour répondre rapidement à cette question. Merci. Tout le monde voit les folies de Montpellier, c'est une belle qualité, on l'entend. Eh bien justement, alors voilà, j'y viens. C'était un projet, on était un peu... je suis devenu adjoint à l'urbanisme à la ville de Montpellier en 2012. On venait de livrer Saadi, Jean Nouvel, Fouxas, et on avait été classé parmi les destinations d'architecture contemporaine par le New York Times, une des 50 villes à venir visiter. Et donc on avait trouvé les parcelles de terrain, on avait lancé des concours, promoteurs, architectes, et ça a donné l'arbre blanc à Montpellier. Sans que ça ne coûte 1 euro au contribuable, puisqu'on a vendu les terrains, et fiscalement, j'ai aperçu M. Barrault là-bas, c'est quelques recettes fiscales appréciables pour la commune. Comment vous dire? Je ne peux pas tenir le discours que j'ai tenu sur l'innovation et les choix novateurs et ressusciter des choses du passé. Donc on trouvera bien des idées nouvelles, j'ai bien quelques pistes. On ne fera pas les folies, enfin, si on trouve rien, on relancera ça. Mais il faut qu'on trouve quelque chose qui marque autant les esprits que ce que ça a marqué pour notre territoire à Montpellier. Et effectivement, autour du durable, autour de ces enjeux-là, il y a quelque chose à jouer. D'où l'importance du dialogue, l'échange. Du dialogue et de l'échange. Mais que le président du gros se rassure, j'ai bien quelques idées en tête déjà. Voilà. Alors, on échange d'autant mieux qu'on a déjà des idées et que le débat est constructif. Merci, on vous libère et on continue avec Madame Guitard. On a parlé de lisibilité, je suis professionnel, des fois on attendait de la part des pouvoirs publics, collectivités locales, mais aussi souhaiter des fois un peu plus de lisibilité de côté des décisions ou des plans de relance au niveau national. Vous, on sait que c'est une préoccupation, enfin, vous êtes dirigeant d'entreprise, c'est votre cas, c'est souvent attendu. Alors oui, c'est vrai que là je profite qu'il y ait des élus, même si le président oui, mais vous inquiétez pas, les travaux sont enregistrés, il nous écoute. Il entendra. Donc il faut absolument que vous fassiez remonter ces informations et que vous y réfléchissiez. On est en manque de foncier. On s'est tous évertués à vous le crier, à vous l'écrire, à vous le... Voilà. Donc libérer du foncier sur vos communes, sur vos agglomérations, certes, sur la métropole, en effet, mais il y a quelque chose qui pénalise énormément la libération du foncier, c'est cette plus-value à 30 ans. Aujourd'hui, un propriétaire terrien est taxé lourdement s'il vend son foncier avant les 30 ans. Donc du coup, ça freine énormément la circulation du foncier. Si vous arriviez à faire entendre... Ça, c'est un message que vous pouvez lire aux députés. À l'Assemblée nationale, il faut la voix des professionnels qui, deux fois, sûrement, doivent être partagés assez par les citoyens. Par les citoyens également, puisqu'en fait, ça nous permettrait de faire circuler ce foncier et donc de libérer, je sais pas, une plus-value à 10-15 ans. C'est bien, ça fait quand même des recettes pour l'État et ça génère des travaux, de la TVA, de l'investissement, donc c'est positif aussi, l'État s'y retrouvera. Après, il y a un deuxième axe sur lequel j'aurais aimé vous interpeller. On est... je l'ai oublié. Non, mais vous êtes spécialiste en partie de la maison individuelle. Oui. Et c'est vrai qu'on a parlé d'attractivité tout à l'heure, on a évoqué cette Béziers, qui bien que le TGV ne s'y rend pas complètement, est une ville attractive, plus encore aujourd'hui. Et c'est vrai que la réponse aux demandes, souvent exprimée, passe par une construction plus importante de logement, mais passe aussi par la maison individuelle, dont on sait qu'elle est, toujours bien attendue du côté du citoyen de l'usager. Exactement. C'était tellement fourni nos échanges que du coup, je suis partie dans l'axe des promoteurs. On va redevenir constructeur aussi de maisons individuelles. Je salue Laurent Villaret d'ailleurs pour son intervention. Aujourd'hui, on est capable de faire du logement dense dans la maison individuelle pour un meilleur confort également. Il faut un petit peu de tout. Ça permet aussi de moins dévisager certains villages héroltés qui peuvent garder leur typicité.
On a besoin de densifier par endroits sur la métropole et moins à d'autres, justement pour garder notre caractère et notre attrait du Sud. Donc je compte sur vous pour y songer dans vos PLU et laisser une part à la maison individuelle. Voilà. Allez, message entendu. Allez, une réaction peut-être, monsieur Ménard, suite au propos de Mme Guittard. Écoutez, j'ai d'abord vous faire une promesse. Demain, je serai à Paris, je parlerai à ma femme, donc qui est députée, tout le monde autour de cette table virtuelle, sur effectivement cette durée de 30 ans qui évidemment ne facilite pas la vente des terrains. Je lui en parlerai. Sur votre deuxième point, mais venez donc à Béziers, madame. Enfin, attendez. Il n'y a pas que Montpellier, d'accord? C'est pas parce qu'il n'est pas là. Il faut juste arrêter, quoi. À Béziers, il y a du terrain, vous pouvez venir construire, je vous accueille demain matin, non, je suis dans mon bain, je serai à Paris demain, en début de semaine prochaine, et vous venez. Attendez, je le dis aux entreprises ici, il n'y a pas que la capitale régionale. Il y a plus de terrain, non mais c'est vrai, il y a plus de terrain disponible à Béziers que dans d'autres villes. Parce qu'on est une ville, une commune est très étendue, bien plus que la commune de Montpellier. Je ne parle pas de cette à cause de la situation géographique. D'ailleurs, c'est le département qui a gagné l'activité. Voilà, donc il faut venir. Et en plus, avec ce que vous dites, on a envie de vous écouter. Pourquoi? Parce qu'on est contraint, je le disais tout à l'heure, entre comment on dit, des recommandations, pour ne pas dire des ordres contradictoires de l'État. À la fois, il faut ménager le foncier, et en même temps, il faut accueillir des populations plus importantes. Béziers gagne 1 millier d'habitants chaque année. Il faut bien les loger quelque part. C'est comme les entreprises, quand on explique, tu le disais tout à l'heure, non, vous n'allez pas construire des zones d'activité, vous allez gagner sur ce qui existe déjà. Attendez, c'est 10 fois plus compliqué. Et puis des fois, c'est juste pas possible. Et ça va se solder par des pertes d'emploi et des entreprises qui vont disparaître. C'est pas pour être alarmiste, malheureusement, c'est une triste réalité. Alors nous, effectivement, on travaille et on réfléchit, je dirais, sans arrêt, et on a une proposition à faire auprès des décideurs que vous êtes. Alors, une de plus, parce qu'il y en a déjà une. Tout à fait, mais je dirais pourquoi le département de l'Hérault, qui est un département de bâtisseurs, ça fait 40 ans qu'on accueille des populations, l'aménagement du Cap d'Agde, de la Grande Motte, des différentes métropoles de Montpellier, et villes moyennes, de créer une cellule de travail en direct avec les acteurs et les décideurs que vous êtes pour réduire les intermédiaires et apprendre à travailler en circuit court. Dans nos entreprises, le management, on a grandi avec un management vertical. Aujourd'hui, voilà, si on veut garder, être efficace, être agile et chercher à tout prix cette efficacité qui nous permet d'exister, de toujours exister, c'est la transversalité. Et il faudrait qu'on arrive tous ensemble, c'est ce qu'on fait à travers l'ABCD avec nos amis promoteurs, de trouver des solutions rapides. On est convaincu que le modèle tel qu'il existe depuis ces 20 dernières années... C'est un vrai échange, c'est constructif. Vous dites les choses simplement, franchement, les uns les autres, de langue de bois, c'était assez direct. On voit bien que l'état d'esprit, j'ai envie de dire, d'un côté comme de l'autre, est très constructif. Ça, c'est vraiment, je crois, un élément important, assez attendu dans le cadre de cette relance que l'on veut efficace, je crois, plus que jamais nécessaire en même temps. Alors, peut-être, monsieur le maire de cette, pour une deuxième réaction par rapport justement à ce qui vient d'être dit. Oui, je ne voudrais pas faire comme Michael, mais moi aussi, il fallait que je parte absolument à 19h30. On a fini, on reste plus que ça, juste un mot, effectivement, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être évoqué. Et justement, à cette, dans le cadre du lancement et des attributions des lots de la ZAC en Trieste, Rive Sud, qui va avoir lieu très prochainement, j'ai l'intention, une fois que les aménageurs les promoteurs seront choisis, de réunir l'ensemble des professionnels du bâtiment pour pouvoir
discuter, dialoguer avec eux, et je crois que c'est à travers ce dialogue qu'on peut les maintenir informés suffisamment en amont pour pouvoir répondre à leurs attentes, à leurs difficultés, aux contraintes auxquelles ils sont soumis, pour essayer, bien évidemment, de les accompagner au mieux. C'est clair, il y a des invitations d'un côté, des propositions, il y en a aussi de l'autre. Il faut savoir y répondre de chaque côté. Il nous reste quelques minutes. Vous savez, on n'est pas très loin des 90 qu'on avait annoncés. On n'a pas pris de retard si on sait terminer vite notre dernier échange. Mathieu Pouy, je vous donne la parole parce que les échelles de temps, c'est à la fois immédiat et merci monsieur le maire de Sèvres. Et là aussi, on a entendu votre message, on continuera le débat. Mathieu Pouy, sur les deux échelles peut-être, celle de l'urgence et celle de travailler de manière prospective. Oui, bonsoir. On a beaucoup entendu ce soir des solutions immédiates, d'urgence, de plan de relance. Bon, ma question elle va être assez simple. Question point de vue. Ouais, les élections municipales ont quand même été beaucoup influencées, ou en tout cas on voit bien qu'il y a eu le mouvement écologiste. Moi, ma question elle est simple, c'est qu'est-ce qui se passe après le plan de relance? Qu'est-ce qui se passe dans 2 ans? Qu'est-ce qu'on voit dans 3, dans 4, dans 5 ans, dans 10 ans? Et qu'est-ce qui se passe avec l'urgence écologiste et l'urgence climatique? Nous avons des sociétés, des entreprises et des salariés qui sont motivés, qui sont transformés, qui sont prêts à prendre à bras le corps tous ces sujets-là. Nous sommes prêts à travailler ensemble sur ces sujets. Vous me voyez secouer la main parce que c'est vrai que c'est une vraie question qu'il faut poser. En même temps, on voit bien que par rapport au temps imparti, ça va être très, très difficile d'y répondre. Je sais que tout est toujours un peu frustrant. Ici, on a envie d'intervenir, de dire plus de choses, et ici, bien évidemment, on a aussi envie de dire des choses. Alors, je vous demandais, pour terminer le débat, avant de laisser terminer Thierry Ducrot pour son propos conclusif, pour qu'on atteigne vraiment l'objectif, demander rapidement à chacun d'entre vous, mais vraiment rapidement, de pouvoir livrer un dernier mot par rapport à la discussion d'aujourd'hui. Je vous donne la parole, monsieur. L'activité du bâtiment, c'est d'abord une compétence municipale. L'urbanisme, c'est la mairie. Donc nous, de la région, le département, nous sommes en deuxième ligne et nous appuyons les politiques publiques qui sont menées dans le secteur qui nous concerne par les collectivités locales de base, qui sont les communes, et on est mobilisé pour les aider, pour cocher, y compris les financements du plan de relance de l'État, pour faire en sorte qu'on crée des synergies, pour aller vite, parce que le temps presse et c'est très important, à la fois pour vous, mais aussi pour tous les élus qui sont à charge de responsabilité, parce que les citoyens demain vont nous demander des comptes, de savoir qu'est-ce qu'on fait, etc. Merci, merci M. Barral, c'était clair et concis. M. Capra, je vous donne le micro. Je me suis donc, si je peux parler de chronologie de mes confrères de bailleurs sociaux, s'il y a bien une corporation de maître d'ouvrage qui a un investissement chez Géocorp, c'est nous. On n'est pas des promoteurs tout à fait comme les autres, puisque nous conservons notre patrimoine tout au long des décennies. Et donc, investir, c'est notre raison de vivre, c'est notre objet social. C'est, par définition, construire, c'est notre ADN. Quand aujourd'hui, sur l'ensemble du réseau d'opposition, sur le Gard à l'Hérault, la feuille de route, c'est 500 à 600 logements nouveaux par an. Y compris en 2021. Y compris en 2021. Et là, le rendez-vous n'y sera pas parce que les autorisations ne sont pas encore là. Les lancements de projets vont arriver. Mais vous pouvez compter sur nous là-dessus, sur ce volet-là, effectivement. On a déjà travaillé avec la Copos et c'est pas l'ambition qui manque. Et je dirais même que ce ne sont pas les moyens d'investir qui manquent. J'ai eu la chance de travailler dans un bailleur membre du groupe Action Logement et on a un actionnariat qui nous suit là-dessus, donc la volonté d'investir est liée. Et la volonté environnementale est liée également. Et d'ailleurs, ne serait-ce que la réglementation, on peut rattraper très rapidement, peut-être même avec des surcoûts, on s'y adaptera. C'est vrai qu'on a évoqué ce soir, mais c'est vrai que c'est un vrai facteur pour les entreprises et qui impacte financièrement la vie des entreprises. Laurent Millard. Moi, je voudrais dire que Thierry Ducrot s'est bien décarcassé ce soir parce qu'il a réussi à réunir le département, la région, le président de la métropole de Montpellier, le maire de Sèvres, le maire de... Et pas le moindre des élus locaux. C'est pas tous les jours, donc bravo. Moi, j'ai 2 choses à dire. La première chose, c'est qu'il y a urgence à ce que tous les permis de construire qui sont déposés sortent. Appel à tous les maires, quels qu'ils soient, aidez-nous avec vos moyens
pour que ces permis sortent. Le deuxième point que j'ai à dire, c'est qu'il est temps peut-être, je fais le lien avec ce que j'ai dit avant, qu'on discute construction à l'échelle d'un territoire plus large, dans un axe jusqu'à Béziers, jusqu'à Perpignan. Savoir dépasser des fois les frontières administratives, je pense que entre collectivités, c'est ça en gros vous dites. Je pense que c'est intéressant d'arriver à réunir tous ces élus, tous ces décideurs. On devrait se réunir plus souvent. À l'ABCD, on a parlé de l'ABCD tout à l'heure, qui réunit toutes les fédérations, Thierry Ducrot les a citées. On vient de créer une cellule de crise qui permet, on va dire, deux choses. Un, de conseiller, recevoir tous les élus qui le souhaitent pour trouver des solutions pour que le permis sorte, mais également pour réfléchir de façon plus prospective à comment construire sur le territoire de façon plus étalée sur l'ensemble du territoire. Et encore une fois, nous sommes dans une constellation de villes moyennes sur l'angle de Roussillon. Certes, il faut continuer à soutenir la construction à la métropole parce que la demande de logement est toujours là. Ouais, et en le départ, il ne faut pas oublier le territoire. Et les villes moyennes qui aujourd'hui sont de plus en plus attractives. Et c'est le rôle de cette cellule de crise qu'on a créée. Donc tous les élus sont le bienvenu et on va tous vous appeler. D'accord. Allez, encore une proposition et une sollicitation, mais je crois que les conditions sont réunies pour y répondre. Effectivement, parce que, vous l'avez pas évoqué, mais du coup, il y a un lien très fort. Prochainement, la Fédération française des bâtiments lance les états généraux. C'est vraiment la volonté de travailler en partenariat. Absolument, oui, en deux mots, merci de me donner la parole. Je crois qu'on a touché du doigt des enjeux lourds pour la profession, en termes d'attractivité, en termes d'image, en termes de rentabilité. J'ai entendu des choses sur la RSE, et je crois qu'il est important de pouvoir se projeter un peu dans l'avenir, utilement, et en partenariat avec toutes les parties prenantes qui, finalement, permettent à la profession du bâtiment, dans le cadre d'une filière, d'exister, de se développer, et ce, dans les meilleures conditions. Et je crois que le débat ce soir était extrêmement intéressant par rapport à ça. Et ça est la raison pour laquelle, le 15 octobre à 15h, nous allons lancer les états généraux de la construction pour faire un point de situation sur les valeurs, les propositions des entreprises de bâtiments et expliquer comment on peut jouer le développement économique local, notamment les enjeux de fracture territoriale qu'on oublie parfois. Je rappelle que 91% des communes de France ont un artisan ou un entrepreneur du bâtiment sur leur territoire. Les enjeux de lutte contre le changement climatique, on le voit avec la rénovation énergétique des bâtiments, on le voit avec la gestion des déchets, on le voit avec, on a lancé une association pour le développement. Mais sur les grands défis de demain. Voilà, tous les grands défis, le bâtiment va être demain en première ligne, et on a des enjeux aussi de technologie, d'innovation qui sont importants qui doivent être pris en compte. Le fait d'être acteur de la prospérité du pays, on oublie souvent que la profession du bâtiment est un poids lourd de l'économie nationale. Je parlais de 7% du PIB, c'est un peu lourd également en termes de secteurs qui permettent de donner des emplois. On est à 1 500 000 dans le BTP, et si je parle de nos partenaires avec la FPI et d'autres acteurs, on est à plusieurs millions. Donc tout ceci est une manière de garder la maîtrise de son destin, d'être force de proposition, de contribuer à faire rayonner la France et quelque part d'accompagner aussi les évolutions. Donc, le président Ducrot a expliqué que quand le bâtiment va, tout va. Vous pouvez être sûr que la FEB va tout faire pour que le bâtiment aille bien et encore mieux demain. D'accord, acteur économique local, acteur économique national, c'est vrai que ce sont aussi des éléments d'attractivité et de compétition de la France aussi à l'échelle internationale. Monsieur Ménard. Deux mots. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit, et je plaide pour ma ville. Ne faites pas comme les Parisiens à Montpellier. On reproche souvent ici à Paris de voir le monde avec sa petite lunette. De temps en temps, je le sens des Montpelliérains. Et en plus, venez chez nous. Venez chez nous. Il n'y a pas beaucoup d'écologie. Vous allez être tranquille. Le maire qui avait en face de vous, il a été élu avec près de 70% des voix dès le premier tour. On ne va pas vous emmerder avec les arbres, ni les papillons. Venez, vous verrez ce que c'est de cette province où il fait bon vivre. Il y a d'autres provinciaux ici. Venez nous voir, on vous accueillera et on sera là pour vous écouter. Merci. Vous l'avez dit, Christian, à ça peut-être? Oui, d'abord, parce que je m'autorise aussi à parler pour le maire de Montpellier, étant vice-président de la métropole. Moi, je veux revenir sur les interventions qui ont été faites là, parce qu'elles se rejoignent évidemment. Je peux témoigner qu'ici, il y a eu des problèmes soulevés, des cris d'alarme qui sont partis d'ici,
et des solutions nationales qui ont été trouvées. Alors bien sûr, elles sont imparfaites, hein, je ne nie pas, et j'imagine que le renard est toujours dans le poulailler, faisant référence à la concurrence déloyale que faisaient peser certaines entreprises de travailleurs détachés dans la région sur le secteur. Je disais oui, la concurrence libre et parfaite, c'est un renard dans le poulailler. C'est donc, je vous laisse imaginer qui gagne à la fin. Et c'est vrai que le renard est toujours là, il a fait des petits, mais néanmoins on a aussi, nous, et je veux saluer bien sûr le président Secotti, le président Ducot, du travail qui a été fait, qui est parti d'ici, et on a même eu un témoignage national de notre président national de l'époque qui avait dit oui, c'est vrai que c'est parti de l'Hérault. Et je dis ça pourquoi? C'est pas simplement pour espérer soutirer quelques applaudissements de votre part, étant le dernier à parler ici, mais c'est surtout pour vous dire sur le président du groupe. Oui, non, bien sûr, non, mais le défi écologique, et je sais que Robert Ménard, malgré tout, il croit aussi, le défi écologique est aussi une chance pour nous. Vous l'avez dit à travers le RSE, vous l'avez dit à travers l'après. Non pas parce que les écolos, ça vient, c'est dans tous les partis, c'est à la mode, c'est plus ou moins à la mode, et ça va. Mais moi, je parle de la conscience de la crise écologique, parce qu'elle est bien réelle. Et moi, j'ai une petite conviction que nous pouvons relever ce défi, et les états généraux que vous allez organiser en seront, j'en suis sûr, la preuve. Nous pouvons relever ce défi, nous politiques, que si vous nous accompagnez. Donc moi, je dis banco. Banco, comme vous avez su le faire à une époque avec le bâtiment citoyen, avec la BZR, de ces états généraux, il doit être, pourquoi pas, l'idée d'instituer une commission, un comité qui favorise la rencontre entre les décideurs. Alors nous, on est plus prospectifs, on est plus dans les schémas. Les maires, ils sont plus dans la délivrance des permis et les présidents de métropole, mais qui permettent en effet de fluidifier la commande publique, qui permettent de favoriser la délivrance, qui permettent en effet de réduire le stock de permis de construire qu'il peut y avoir. Même si des fois dans la profession il y a aussi des cochons chez vous, hein, et les permis de construire qui méritent d'être ralentis. Donc on peut se dire des choses entre nous. Mais je suis en effet convaincu qu'on peut adapter. On peut tous se retrouver en demandant à l'État plus d'agilité, mais nous, vous et nous pouvons aussi gagner en efficacité en nous prenant en main, peut-être en se parlant, pas à l'occasion d'un rendez-vous incontournable comme celui-ci annuel, mais au quotidien. Et donc moi je dis banco à votre proposition. Allez, merci. Aussi, c'est une on voit bien derrière, il y a des réponses qui permettent d'avancer. Alors, je ne sais pas si c'est 90 minutes, on est pas loin des 90 minutes, on y est presque. Merci, j'en profite d'abord pour remercier tous ceux qui sont en présentiel. On n'a pas compté le film vidéo les 5 premières minutes pour arriver à 90. Merci à celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, parce qu'ils sont nombreux, et je sais qu'ils seront encore plus nombreux demain sur Twitter, Facebook et sur le site Internet de la FFP du département. Merci à toute l'équipe de Michel Marty qui a le succès de cette manifestation. Je ne peux pas tous les citer, mais ils ont été là et bien impliqués. Et Eric, bien sûr, en particulier sur la partie technique. Maintenant, parce que le mot de la fin revient toujours au président. J'invite donc Thierry Dupont, président de la Fédération française du bâtiment de l'Hérault, à conclure cet échange. Merci beaucoup, merci à chacun d'entre vous. Merci Joël. Mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux du déroulement de ce débat, aussi respectueux qu'instructif. Et je tiens en préalable à remercier très chaleureusement l'ensemble des intervenants au débat, messieurs les représentants des collectivités, messieurs les présidents, merci beaucoup. Votre présence ce soir est un réel témoignage de l'intérêt que vous portez au bâtiment, et en conséquence à ces entreprises et bien sûr à ces emplois. Je me réjouis également que nous ayons pu ce soir vous rassembler en mettant de côté les éventuels clivages pour répondre aux questions des professionnels du bâtiment et de l'acte de bâtiment. Une attitude, messieurs, qui vous honore et que je souligne car elle préfigure une capacité à œuvrer en commun pour l'intérêt général. Et avec, comme on l'a souligné, avec agilité et réactivité, comme semblent le souhaiter tous nos intervenants. Nous avons assisté à des échanges précieux, sincères et rassurants pour nos entreprises. Peut-être pas assez rassurants pour certains d'entre nous, on a toujours des grincheux parmi nous.
mais des échanges toujours en quête de visibilité et de confiance. Des échanges, hélas trop courts, car contraints par le temps imparti. Mais des échanges préfigurateurs de rapprochement que la FFB et ses partenaires appellent de leur vœu. Rapprochement entre collectivités pour l'aménagement du territoire et rapprochement avec les professionnels pour partager leur expertise et leurs propositions sur leurs importants défis de la construction, logement, urbanisme ou encore transition énergétique. Les campagnes électorales sont provisoirement derrière nous. Saisissons ce moment pour passer des promesses aux actes. Mais n'oubliez jamais, dans vos réflexions et surtout dans vos prises de décision, que le bâtiment reste le premier employeur privé de notre département. Notre activité évolue, mais reste éternelle. Nos emplois sont des emplois locaux, non délocalisés. Chacune de nos communes accueille au moins une entreprise de bâtiment et bénéficie de ce fait de ses impôts. Je ne sais pas, comme l'a dit notre président national, si le bâtiment sauvera la planète. Mais je suis convaincu que nos réflexions, nos évolutions technologiques permanentes et nos savoir-faire sont résolument déjà inscrits dans une vraie démarche écologique. N'en déplaise aux détracteurs de notre secteur qui ne parlent qu'artificialisation des sols, alors que les enjeux sont certes environnementaux, bien sûr, mais aussi sociétaux, sociaux et économiques. C'est pour cela que je préfère parler de sobriété foncière plutôt que de zéro artificialisation. Ce premier débat en appellera sans doute d'autres. Et je veux qu'il pose ce soir les fondations, on aime bien ce terme dans le bâtiment, d'une véritable dynamique de concertation pour la construction de demain. Messieurs les représentants des collectivités, vous pourrez toujours compter sur la Fédération du bâtiment, mais également sur ses partenaires, pour que demain, nous construisions toujours ensemble. Merci. Voilà. Si vous avez l'apéritif cocktail organisé par la fédération, si vous le souhaitez, qui est juste à côté, qui prendra quelques instants, qui permettra de continuer le débat, éventuellement, en tout cas, de vivre un moment